Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures, à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale qu'internationale, Djibouti dénonce les frappes meurtrières contre l'hôpital de Gaza en Palestine. Toujours dans l'actualité nationale hors de nos frontières, cette fois-ci où le ministre des Finances participe au sommet de Djibouti, au cœur de l'initiative Ceinture Rouge. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Algérie et l'Égypte qui s'y quittent sur un nul, un but partout lors du match aller. Eh bien, c'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, la République de Djibouti condamne avec la plus grande fermeté le massacre horrible perpétré par les forces d'occupation israéliennes lors de leur bombardement sauvage de l'hôpital d'Al-Mudani à Gaza, qui a entamé la mort et qui a entraîné la mort et les blessures de centaines de civils palestiniens innocents. Elle exprime ses condoléances sincères et sa profonde sympathie aux familles des victimes tout en souhaitant un prompt rétablissement à tous les blessés. Djibouti affirme que ce massacre est un crime de guerre odieux qui ne peut être toléré. Elle appelle la communauté internationale à abandonner toute partialité et double standard dans l'application du droit international humanitaire lorsqu'il s'agit de ces actes criminels commis par l'État hébreu contre le peuple palestinien, frère et sans défense. La République de Djibouti demande instantanément une action internationale sérieuse et décisive pour assurer une protection immédiate des civils innocents ainsi que pour contraindre l'État d'occupation à mettre fin à son agression brutale et à sa guerre dévastatrice contre la bande de Gaza, une guerre qui constitue une tâche honteuse sur le front de l'humanité. Djibouti souligne enfin que le seul moyen d'instaurer une paix durable au Moyen-Orient est d'aboutir à une solution juste et globale de la question palestinienne, sous toutes ses facettes, garantissant le droit du peuple palestinien à établir son État indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément à la solution à deux États, à l'initiative de paix arabe et aux résolutions légitimes de la communauté internationale. Eh bien, je vous disais, des frappes israéliennes sur l'hôpital de Gaza a fait environ 500 morts. Selon les autorités de Gaza, environ 500 personnes ont été tuées hier soir lors d'une frappe aérienne israélienne sur l'enceinte d'un hôpital de la ville de Gaza, ont indiqué des sources du ministère de la Santé palestinienne. Cette frappe a rapidement provoqué une vague de vives réactions à l'étranger aux 11 jours de la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent d'Israël dans plusieurs villes arabes, notamment à Amman et en Tunisie. Des manifestations ont pris les rues. Attendu mercredi en Israël, le président américain Joe Biden va reporter son étape ensuite prévue en Jordanie, a indiqué la Maison-Blanche, exprimant ses profondes condoléances aux victimes de l'hôpital. La Jordanie avait auparavant annoncé l'annulation d'un sommet auquel Biden devrait participer à Amman avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le président Mahmoud Abbas. Eh bien, les condamnations internationales se multiplient. Le président Emmanuel Macron a condamné la frappe qui a touché l'hôpital d'Al-Ahli à Gaza hier soir et a souligné que rien ne peut justifier de prendre des civils pour cible. La France condamne l'attaque contre l'hôpital qui a fait tant de victimes palestiniennes. Nous pensons à eux. Toute la lumière devrait être faite, a écrit le président de la République française. Il a également appelé à l'ouverture sans délai de l'accès à la bande de Gaza pour l'aide humanitaire. Des innocents payent le prix, a-t-il indiqué. Le président américain Joe Biden, qui se rend en Israël aujourd'hui, s'est dit indigné, profondément attristé par l'explosion. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a déploré qu'une nouvelle fois des civils innocents payent le prix le plus élevé. La responsabilité de ces crimes doit être clairement établie et ses auteurs devront rendre des comptes, a écrit sur les réseaux sociaux. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a lui déclaré les mots me manquent. Cette nuit, des centaines de personnes ont été tuées de manière horrible dans l'attaque de l'hôpital, y compris des patients, des soignants et des familles qui s'étaient réfugiées autour de l'hôpital, une fois de plus vulnérables, sont touchés. C'est totalement inacceptable. Le chef de l'ONU a appelé à un cessez-le-feu. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, qui doit se rendre en Égypte, frontalière à la bande de Gaza, pour évoquer l'aide humanitaire, s'est dit horrifié. Je suis pleinement conscient des profondes greffes du peuple palestinien après 56 ans d'occupation, a souligné Antonio Guterres. Mais aussi grave soit ce greffe, il ne peut justifier les actes terroristes
commis par Hamas, a-t-il indiqué. Ces attaques ne peuvent justifier la punition collective des Palestiniens, a souligné le chef de l'ONU, Antonio Guterres, par ailleurs appelé à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans le conflit entre Israël et le Hamas. Le monde arabe condamne Israël. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a condamné avec la plus grande fermeté le bombardement israélien de l'hôpital Ahli, qui a entraîné la mort des centaines de victimes innocentes. Parmi les citoyens palestiniens, il a qualifié ce bombardement délibéré de violation manifeste du droit de l'homme. Eh bien, dans une déclaration, le président palestinien considère le bombardement de l'hôpital Al-Ahli Arab de la ville de Gaza comme un crime de guerre odieux qui ne peut être toléré. Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré que le bombardement par Israël de l'hôpital Al-Ahli Arab de la ville de Gaza est une grande tragédie et un crime de guerre odieux qui ne peut être toléré ou abandonné sans compte. M. Abbas a souligné lors d'une réunion d'urgence au siège présidentiel à Ramallah aujourd'hui que le gouvernement d'occupation israélienne avait franchi toutes les lignes rouges que nous ne lui permettrons pas d'échapper à la responsabilité et à la punition. Le président palestinien a appelé à joindre les rangs et à l'unité, à ne pas être entraîné dans la sédition, ce qui ne profitera qu'aux ennemis du peuple palestinien, appelle la communauté internationale à demander des comptes au gouvernement d'occupation et à fournir une protection internationale à notre peuple, a déclaré le président palestinien. Nous ne permettrons pas une nouvelle catastrophe au XXIe siècle. Nous n'accepterons pas que notre peuple soit à nouveau abandonné et notre peuple restera inébranlablement sur sa patrie. Nous ne partirons pas. Peu importe le nombre de sacrifices, a souligné le président Mahmoud Abbas. Il a souligné les masses héroïques du peuple palestinien dans la bande de Gaza et partout ailleurs, soulignant que le plan israélien de les déplacer de leur patrie ne se réalisera jamais. Enfin, le président Mahmoud Abbas a exprimé son appréciation pour les positions des pays arabes qui ont rejeté le déplacement, soulignant que notre peuple ne s'agenouillera pas, ne se rendra pas et l'emportera. Fin de citation. Retour à Djibouti, où la Chambre de commerce de Djibouti a abrité hier le premier forum virtuel des affaires Djibouti-Inde, qui s'est tenu simultanément dans les deux pays, notamment la Chambre de commerce de Djibouti et l'ambassade de Djibouti à New Delhi, en Inde. Ce premier forum virtuel des affaires entre le secteur privé des deux pays a été coprésidé par le président de la Chambre de commerce de Djibouti, M. Youssouf Moussa, et de l'ambassadeur de la République de Djibouti en Inde, M. Issa Abdillah Assoué. En présence de l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti, le but ultime de ce forum consiste avant tout à initier et à faciliter le réseautage des investisseurs dans deux pays pour tisser les partenariats solides entre les commerçants et investisseurs du deux pays afin de bénéficier des opportunités disponibles. Ce premier forum des affaires réalisé dans une vidéoconférence a réuni côté djiboutien les participants du secteur privé djiboutien, dont le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa, l'ambassadeur de l'Inde en République de Djibouti et M. Chamdouli, côté en Inde, les 18 institutions liées aux différentes Chambre de commerce de l'Inde dans l'ambassade de Djibouti en Inde, M. Issa Abdillah Assoué et ses proches collaborateurs. Surtout M. Youssouf Douale, qui a fait tout l'effort pour faire cette forum. Et je pense qu'il y aura beaucoup des Indiens qui vont venir ici pour participer dans la troisième foire qui commence le 3 décembre. Et je souhaite bonne chance à notre président. J'ai expliqué, la République du Djibouti il a fait un guichet unique pour les commerçants étrangers où ils peuvent faire un société dans une journée dans ce guichet unique. C'était une excellente initiative dans la mesure où il y a un grand événement qui se prépare sur le plan commercial à Djibouti, c'est la troisième foire internationale et c'était une très grande opportunité de participer à cet événement aujourd'hui. En ce qui me concerne personnellement, je voudrais quand même ajouter pour pouvoir conforter la création de ce forum. Je voudrais parler que, vous savez, dans la relation humaine de toutes parts, de toutes chances, il est question d'avoir trois temps dans l'esprit. Le passé, le présent et le futur qui se construit à partir du passé et du présent. Du passé, il faudrait quand même retenir que Djibouti est un point vraiment particulier sur le plan de stratégie, de positionnement géographique, etc. Et de l'histoire, nous reconnaissons que l'Inde
avait toujours eu des relations avec Djibouti, de très longue histoire. Eh bien, à cette occasion, le président de la Chambre de commerce de Djibouti a invité les commerçants et investisseurs indiens à la participation de la 3e foire internationale de Djibouti, prévue le début du mois de décembre, comme étape préliminaire pour découvrir les opportunités djiboutiennes en matière d'investissement, tout en exposant dans cette foire leurs produits. Je voudrais à mon tour remercier l'ambassadeur Chandramouli, bien voulu aussi travailler depuis 1 mois et demi sur ce dossier. La coopération économique et commerciale entre les 2 communautés d'affaires. Nous remercions l'ambassade dans son ensemble et nous remercions aussi l'ambassade de l'Inde à Djibouti et l'ambassade de Djibouti en Inde qui ont fait un travail remarquable avec nous et avec la Chambre de commerce indo-africaine. Nous continuerons à vulgariser et à surtout mettre en relation les différents milieux d'affaires. Nous avons invité à la foire internationale de Djibouti qui aura lieu du 3 au 10 décembre à une forte communauté d'hommes et de femmes d'affaires qui nous viennent de l'Inde. Ils ont confirmé qu'il y aura un nombre important d'une délégation conduite par la Chambre de commerce indo-africaine qui seront parmi nous pendant la foire. Encore une fois, merci à l'ambassadeur, à Dr Kumar qui a fait aussi un travail remarquable et à l'ensemble du secteur privé indien et djiboutien. Nous continuerons notre relation avec sérénité et avec détermination. Merci beaucoup. On reste toujours dans la Chambre de commerce où le président de la Chambre de commerce de Djibouti, M. Youssouf Moussé-Dawalé, a reçu hier dans son bureau le directeur général de l'Agence des personnes handicapées, M. Al Saïd Mahmoud, accompagné de ses proches collaborateurs. Plusieurs sujets relatifs sur le bien-être des personnes handicapées, tels que l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans le secteur privé, leur prise en charge en matière d'éducation, de la santé, et d'attirer les opérateurs privés, d'accompagner les efforts du gouvernement pour la promotion de la vie des personnes en situation de handicap, a été question lors de cette réunion. L'équipe de la NPH a expliqué en long et en large les dernières réalisations de l'agence, leur souhait d'impliquer les opérateurs économiques du secteur privé, de recruter les personnes en situation de handicap et permettre l'Agence nationale des personnes handicapées de parvenir à sa mission. Eh bien, le président de la Chambre de commerce, quant à lui, rassurait son collègue que la Chambre de commerce n'aménagera aucun effort pour vulgariser l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Écoutons-le. Nous avons échangé sur beaucoup de points auxquels nous avons mis en place une discussion franche et sincère. Nous savons que beaucoup d'opérateurs privés djiboutiens font travailler des personnes à mobilité réduite. Nous continuerons à informer ou à renforcer la relation qu'il doit y avoir avec l'agence. Le directeur général ici présent nous a fait part aussi de son dévouement pour la relation qu'il doit y avoir entre le secteur privé djiboutien que je représente et l'agence dont il représente. Nous avons initié et discuté beaucoup de points auxquels nous sommes d'accord, comme pour mettre en place une vulgarisation, un stand de vulgarisation pour l'agence lors de la foire internationale de Djibouti qui aura lieu du 3 au 10 décembre. Nous avons aussi initié à mettre en place un programme de concertation et de consolidation de notre partenariat. Nous continuerons à être utiles pour la nation et pour la société civile, en particulier l'agence, pour aussi apporter notre contribution et une contribution réelle et efficace. C'est l'appel à la prière, nous reviendrons tout juste après. Direction la Chine, où Djibouti participe au sommet de l'initiative Ceinture et Route Up. Direction la Chine, où le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussé-Dawalé, a porté haut les couleurs de la République de Djibouti lors du prestigieux 3e forum de l'initiative Ceinture et Route tenu à Beijing. Ce rendez-vous d'importance majeure coïncide de manière forte opportunité avec la célébration du 10e anniversaire de l'initiative Ceinture et Route,
un jalon significatif dans l'évolution de cette initiative d'envergure. L'événement a débuté en fanfare sous la présidence du leader chinois, le président Xi Jinping, au sein du majestueux Centre national de congrès de la Chine. Le thème choisi pour cette édition est un appel à l'action résolue, une coopération haute qualité dans le cadre de la ceinture et de la route, ensemble pour le développement et la prospérité commun. Au cœur de cette rencontre, plus de 130 nations et plus de 30 organisations internationales se sont réunies dans un esprit de coopération sans précédent. Par les éminents participants figurent des chefs d'État de renom tels que ceux du Congo, du Kazakhstan, de la Serbie. La présence du Premier ministre de l'Éthiopie, Abiy Ahmed, aux côtés d'autres dirigeants, a renforcé l'importance de cet événement à l'échelle mondiale. Il est crucial de souligner que l'initiative Ceinture et Route a jeté les bases des projets d'envergure remarquables qui ont eu un impact considérable sur la région. Parmi ces réalisations notables, on compte la mise en service de la première ligne ferroviaire électrique reliant les villes d'Addis Abeba et de Djibouti, un jalon majeur dans l'amélioration des infrastructures des transports de la région. De plus, la création de la plus grande zone franche internationale au PK23 a ouvert de nouvelles perspectives économiques pour Djibouti et ses partenaires, favorisant les commerces internationaux et l'investissement. Enfin, la mise en place d'une usine de bromure de sodium témoigne de l'engagement continu en faveur du développement industriel et la diversification de l'économie de Djibouti, un modèle d'excellence pour l'ensemble de la région. Écoutons le ministre. On est extrêmement heureux aujourd'hui de notre participation au troisième forum Route et Soie, initié par le président chinois, le président Xi Jinping. Vous savez, Djibouti et la Chine jouissent de relations extrêmement fortes, fraternelles, mais également des relations stratégiques dans le cadre de partenariat qui est élevé à un niveau stratégique. Nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui de voir, après 10 ans, des résultats et des résultats très concrets, y compris pour Djibouti, avec plusieurs réalisations, notamment le port de DMP, le port multipurpose, mais également le chemin de fer, le premier électrique du genre, ainsi que la zone franche où il y a également beaucoup d'activités depuis. Nous sommes très heureux de voir donc que Djibouti joue un rôle, un nœud de connectivité entre l'Asie et l'Afrique, mais également entre l'Asie et l'Europe. De par sa position géostratégique, Djibouti est appelé à jouer un rôle encore plus important. Nous sommes très heureux par ailleurs de mettre une touche supplémentaire dans notre stratégie de diversification, parce que la Silk Road International Bank, une société détenue à 25% par le gouvernement de Djibouti, avec un partenaire comme China Merchant Group, nous venons de réaliser une opération extrêmement importante parce que nous allons désormais représenter la société qui s'occupe, ou l'institution chinoise qui s'occupe des transactions internationales de la Chine, qui est appelée Cross Border International Payment System, qui est donc une institution sous la Banque centrale de Chine. Au mois de novembre, nous allons concrétiser et signer ces accords. Hier, j'ai eu une réunion extrêmement fructueuse par rapport à donc, ces partenariats stratégiques que nous venons de nouer entre la société Silk Road International Bank de Djibouti et CIPS ou CIPS. Eh bien, on ressent toujours en Chine, ou dans le cadre de sa participation au forum Belt and Road à Pékin, en Chine, le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Mousdawale, à la tête d'une délégation, a tenu une discussion fructueuse lors d'une séance de travail avec le Zhang Wenkai, le vice-président de l'Exim Bank de Chine. Ces entretiens cordiaux ont été axés exclusivement sur la question du rémanagement de la dette liée au projet d'infrastructure. Au cours des discussions, le ministre a mis en exergue l'exceptionnelle qualité des relations de partenariat stratégique qui unissent nos deux nations.
en conformité avec la vision des présidents Xi Jinping et de son Excellence le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Le vice-président de l'Exim Bank, M. Zhang Wenkai, a réaffirmé le statut privilégié de Djibouti en tant que partenaire et s'est engagé à accompagner le pays dans ses efforts de développement en termes d'échanges constructifs. Les deux parties ont scellé leur accord en signant des accords complémentaires, renforçant ainsi davantage les liens solides qui unissent Djibouti et la Chine dans leur quête commune de progrès et de prospérité. Eh bien, toujours en marge de ce sommet en Chine, le secrétaire général du parti RPP et ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussadawale, a rencontré ce matin M. Li Mixiang, vice-ministre du département international du comité central du parti communiste chinois. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des échanges réguliers entre le RPP et le PCC, soulignant la profondeur des liens qui unissent ces deux formations politiques. Lors du jour de cette réunion stratégique était dédiée à la consolidation des relations entre les deux nations et les deux partis qui se préparent à célébrer bientôt leur 38e année de coopération fructueuse et de partenariat. Le ministre et secrétaire général du parti RPP a exprimé sa satisfaction quant à l'excellence des relations qui perdurent entre les deux partis, soulignant l'importance d'élargir ce partenariat stratégique vers de nouveaux horizons. Il est essentiel de noter, a-t-il dit le ministre, que cette visite intervient parallèlement à la participation du ministre et secrétaire général du parti RPP au 3e forum de l'initiative Ceinture et Route et qui se tient aujourd'hui à Benji sous l'illustre patronage du président de la République populaire de Chine, M. Xi Jinping. Cet événement majeur rassemble des milliers de dignitaires venus de 4 coins du globe pour participer à cette importante rencontre internationale. Retour à Djibouti où le directeur général de l'École nationale d'études judiciaires, M. Maktere Ibrahim, a présidé dimanche dernier le lancement officiel de la cérémonie de formation du 2e promotion permettant d'outiller les futurs auditeurs de justice. Cette formation se tenait dans l'École nationale d'études judiciaires. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la réforme du système judiciaire entreprise depuis ces dernières années par le ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme. Les formateurs ont eu cours de cette cérémonie fait part aux 30 bénéficiaires de cette formation que cette école leur dispense des cours professionnels utiles quant à leur futur métier. Dans la première promotion de 2021, et c'est assez impressionnant de savoir que c'est la première journée pour vous. Et donc, nous allons cet après-midi commencer cette semaine de formation sur la déontologie. Et je me réjouis effectivement de pouvoir échanger avec vous, avec effectivement des modèles européens, mais standards internationaux. On aura l'occasion de le dire, la déontologie des magistrats, qu'on soit à Djibouti, qu'on soit dans d'autres pays d'Afrique où j'ai l'occasion d'intervenir, ou en France, la base est la même, les exigences sont les mêmes. Vous allez commencer cette formation par un cursus numéro 1, un cursus essentiel, très important, qui est relatif à la déontologie de ce métier qui est difficile, réellement. Donc, essayez d'être présent. N'hésitez pas à poser des questions, à interagir. J'espère que ce sera une séance vivante. Donc, vous aurez, dans un premier temps, vous aurez l'intervention de M. Hewitt, donc, qui a un cursus qui a l'âge de mon père d'ailleurs. Donc, vous aurez un binôme dans ce sens. Lui va présenter, à travers son expérience, son vécu professionnel, des notions essentielles relatives à la déontologie du magistrat. Eh bien, le directeur de l'École nationale d'études judiciaires, Dr Maktere, a remercié les formateurs pour leur appui et leur collaboration à cette formation au profit de la formation des 2e promotions des auditeurs de justice. Écoutons-le. C'est un très grand plaisir que nous lançons aujourd'hui le lancement de la formation de la 2e promotion. Nous avions, mercredi dernier, organisé une cérémonie de remise des certificats de la 1re promotion après 18 mois de formation. Très heureux que les 12 auditeurs de justice de cette 2e promotion soient issus d'un concours que nous avions initié au mois de juillet. Très heureux que vous ayez réussi ces concours.
Et avant la sortie de cette école, vous aurez également une évaluation pour demain exercer la profession de magistrat. Donc, comme vous avez pu le constater, la formation va durer à peu près 18 mois, dont effectivement 9 mois de théorique et 9 mois de pratique dans les juridictions. Ça sera beaucoup professionnel parce que vous êtes juriste, vous avez au minimum un Master 1 en droit, donc ce n'est pas le droit qu'on va vous apprendre ici, on vous apprendra la pratique du métier de magistrat et dans cette formation pratique, des intervenants locaux, des magistrats locaux, mais également des intervenants externes vont effectivement venir ici partager leurs connaissances. Et je pense que c'est la meilleure méthode que nous ayons adaptée. Eh bien, direction le nord du pays, où le préfet de la région de Tadjoura, M. Mohamed Abbas, s'est également rendu au centre islamique Roi Abdelaziz Tadjoura pour s'enquérir de l'état d'avancement du processus éducatif. Eh bien, le préfet de la région a été accueilli au seuil du centre par le directeur de l'école islamique de Tadjoura, Dr Nasser bin Saad Al-Utaibi, et son équipe pédagogique et les élèves. À son arrivée, le préfet de la région de Tadjoura a profité de l'occasion pour visiter les salles de classe. Le directeur du centre qui a expliqué en détail le rôle du centre islamique de Tadjoura dans l'éducation des enfants djiboutiens et leur contribution au développement de leur pays. Il a rappelé que ces élèves terminent leur études secondaires à Tadjoura et poursuivent leur études à l'université de Djibouti ainsi que dans les universités saoudiennes pour les étudiants bénéficiant des bourses au mérite. Il a ajouté que le centre islamique mettait l'accent sur la mémorisation du Coran et offrait des cours d'informatique aux élèves ainsi que des cours de langue anglais et français. Pour sa part, le préfet de la région de Tadjoura a remercié le directeur et les enseignants pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé lors de sa visite et a salué le rôle actif que joue le centre islamique dans l'éducation des enfants djiboutiens. Eh bien, tout de suite après la visite du préfet de la région, le préfet de la région, Mohamed Abbas, a tenu une réunion avec les responsables du centre islamique Roi Abdelaziz en leur offrant une éducation de qualité qui leur permettait de contribuer au progrès et au développement durable de leur chère patrie. Le préfet de la région a remercié le gouvernement saoudien pour sa coopération permanente et ses efforts inlassables, ainsi qu'un soutien constant aux côtés du gouvernement djiboutien. Enfin, le préfet a souhaité plein de succès au centre islamique de Tadjoura. Et dans l'actualité internationale, direction la Tanzanie, où l'édition 2023 du meilleur parc animalier du continent vient de livrer son verdict. Et c'est une habitude du prix qui a été sacré une nouvelle fois. Au final, c'est presque toujours le parc national de Serengeti qui a gagné, situé au nord de la Tanzanie, à 250 km d'Arusha. Serengeti a remporté le prix du meilleur parc d'Afrique 2023. C'est la 5e victoire depuis la création de la récompense en 2019. Le parc de Serengeti, qui s'étend à plus de 15 000 km², abrite plus de 4 millions d'animaux, dont les espèces de Big Five, le lion, l'éléphant, le rhinocéros, le léopard et le buffle. Il doit notamment sa réputation par la migration annuelle de sa faune et sa flore entre janvier et juillet. Et chaque année, en effet, des animaux se déplacent entre la Tanzanie et le Kenya en quête de pâturage et des points d'eau. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Bien entendu, le programme continue sur Télé Djibouti.